Bonjour et bienvenue sur l'atelier de Fanoria. En ce moment, c'est l'hiver, saison des fêtes et des rassemblements. Ça a inspiré les artistes depuis des siècles. Plus qu'un simple sujet paysager, l'hiver incarne dans la peinture occidentale un univers symbolique riche. Temps de l'introspection et de la célébration, période de dormance et de renaissance promise, moment où les communautés se resserrent autour du feu et des traditions. Ce podcast explore comment les peintres ont représenté l'hiver, particulièrement dans sa dimension festive des enluminures médiévales aux impressionnistes, révélant les transformations sociales, spirituelles et esthétiques qui ont marqué notre rapport à cette saison. La représentation médiévale de l'hiver s'inscrit d'abord dans les cycles des saisons et des mois qui ornent les manuscrits liturgiques. Les très riches œuvres du duc de Berry, chef-d'œuvre des frères Limbourg, achevés vers 1416, constituent l'apogée de cette tradition. La miniature de février montre une scène hivernale, d'une précision extraordinaire, une ferme enneigée, des paysans se réchauffant près du feu, leur intimité exposée sans pudeur. À l'extérieur, la neige recouvre le paysage, des oiseaux picorent près d'un rucher. Un paysan conduit un âne chargé de bois. Cette représentation associe l'hiver aux travaux de survie. Couper du bois, nourrir les bêtes, rester au chaud. Le feu, élément central, symbolise la résistance humaine contre l'hostilité de la nature. Les frères Limbourg innovent en peignant la neige avec une observation réaliste, utilisant des blancs purs et des bleutés pour suggérer les ombres froides. Janvier, dans le même manuscrit, représente la fête. Le duc de Berry préside un banquet somptueux, entouré de courtisans. La table déborde de mets. L'atmosphère est celle de la célébration hivernale, des réjouissances qui marquent le début de l'année. Cette dualité entre l'hiver laborieux des paysans et l'hiver festif des nobles traverse toute l'iconographie médiévale. L'hiver est aussi la saison de Noël, mystère central du christianisme. Les primitifs flamands et italiens situent la nativité dans des paysages hivernaux ou intemporel. Rogier van der Weyden, dans certaines versions de l'adoration des mages, inclut des éléments hivernaux, toits enneigés à l'arrière-plan, arbres dénudés. Cette localisation temporelle souligne la vulnérabilité de l'enfant né dans le froid, nécessitant la chaleur de l'étable et l'adoration pour survivre. Hugo van der Goes, dans le triptyque Portinari, peint un paysage flamand d'hiver, visible par les fenêtres du panneau central. Les bergers arrivent en hâte, vêtus de lourds manteaux contre le froid. Cette contemporanéité transforme le mystère biblique en événement local, ancré dans l'expérience hivernale des commanditaires florentins et flamands. Pieter Bruegel l'Ancien révolutionne la représentation de l'hiver dans les années 1560. Sa série des mois ou des saisons, peinte par le marchand anversois Nicolaes Janglinck, comprend les chasseurs dans la neige, œuvre devenue iconique de l'hiver dans l'art occidental. Cette peinture présente une vision panoramique d'un village flamand sous la neige. Au premier plan, 3 chasseurs et leur meute de chiens rentrent bredouille, silhouettes sombres se découpant sur la blancheur immaculée. Leur posture, légèrement voûtée, exprime la fatigue et peut-être la déception. En contrebas, s'étend un paysage extraordinaire, un étang gelé, où les villageois patinent et jouent, des maisons aux toits enneigés, des arbres dénudés, dont les branches squelettiques griffent le ciel gris. Bruegel capte l'atmosphère particulière de l'hiver. L'air froid et sec, la lumière diffuse, le silence ouaté de la neige, mais il montre aussi la vie qui persiste. Des femmes allument un feu devant une auberge, des patineurs profitent de la glace, un homme porte des fagots. L'hiver n'est pas seulement contrainte, c'est aussi occasion de plaisir spécifique
de sociabilité différente. La composition utilise une perspective élevée qui permet d'embrasser tout le paysage, les pics montagneux à l'arrière-plan, bien qu'irréalistes pour les Pays-Bas, ajoutent une dimension alpestre, peut-être inspirée du voyage de Bruegel en Italie. Cette vue plongeante préfigure les grands paysages hollandais du siècle suivant. Bruegel peint également plusieurs scènes de patinage et de jeux hivernaux. Paysages d'hiver avec patineurs et trappes aux oiseaux montrent un étang gelé, animé par des dizaines de figures minuscules. Certains patinent gracieusement, d'autres tombent comiquement. Des enfants jouent, des adultes conversent. Cette vision démocratique de l'hiver, où toutes les classes se mêlent sur la glace, reflète une réalité sociale des Pays-Bas. L'arrière-plan révèle une église et des maisons villageoises recouvertes de neige. Au premier plan, une trappe à oiseaux tendue rappelle que l'hiver est aussi temps de chasse. Cette juxtaposition entre jeu et nécessité, plaisir et survie, caractérise l'approche bruegélienne. Les fils de Bruegel, Pieter Bruegel le Jeune et Jean Bruegel l'Ancien, poursuivent cette tradition. Pieter le Jeune multiplie les copies et variations des compositions paternelles, diffusant ces images d'hiver dans toute l'Europe. Jan développe un style plus raffiné, peignant des paysages hivernaux délicats, et la précision miniaturiste s'allie à une poésie atmosphérique. Hendrik Averkamp, surnommé le muet de Kampen, se spécialise dans les paysages hivernaux au début du XVIIe siècle. Ses compositions fourmillantes montrent des canaux et des rivières gelées transformés en lieux de sociabilité intense. Des centaines de personnages animent ces toiles, patineurs élégants, marchands ambulants, joueurs de golf, l'ancêtre du golf sur glace, enfants tirant des traîneaux, couples se promenant. Averkamp observe avec acuité les différentes classes sociales. Des bourgeois en manteau de fourrure côtoient des paysans en haillons. Des dames élégantes glissent gracieusement tandis que des ivrognes titubent sur la glace. Cette chronique sociale transforme la scène hivernale en théâtre de la vie hollandaise. La technique d'Averkamp est minutieuse. Il construit ses compositions avec une multitude de petites touches, créant une surface vibrante. Des couleurs bien que dominées par les blancs, gris et bruns incluent des accents vifs, rouge d'un manteau, jaune d'une jupe, bleu d'un ciel dégagé. Cette polychromie discrète évite la monotonie tout en respectant la palette hivernale. Jacob van Ruydel, maître du paysage hollandais, peint des hivers plus mélancoliques. Ces scènes montrent des moulins à vent dans des paysages enneigés, des arbres nus contre des ciels tourmentés. Paysage d'hiver du Rijksmuseum présente un moulin dominant un canal gelé. L'atmosphère est dramatique, les nuages sombres menacent, la lumière est rare et précieuse. Cette vision romantique avant l'heure suggère la puissance indifférente de la nature face à l'activité humaine. Jan van Goyen développe un style plus dépouillé, quasi monochrome. Ses hivers sont des études tonales en gris-brun où la neige et la glace se fondent dans une atmosphère brumeuse. Quelques figures minuscules animent ces vastes espaces, soulignant l'immensité du paysage. Cette approche minimaliste contraste avec l'exubérance d'Averkamp. Ert van der Neer se spécialise dans les scènes nocturnes et crépusculaires. Ces paysages d'hiver au clair de lune sont particulièrement poétiques. La lune se reflète sur la glace, des feux brillent aux fenêtres des maisons, des patineurs se découpent en ombres chinoises. Cette atmosphère onirique transforme l'hiver en moment de rêverie et d'enchantement. Les peintres hollandais documentent aussi les traditions festives hivernales. Jan Steen peint plusieurs versions de la fête de Saint-Nicolas, célébrée le 6 décembre. Ces scènes d'intérieur montrent des familles rassemblées, des enfants découvrant leurs cadeaux,
l'atmosphère joyeuse des célébrations domestiques. Dans la fête de Saint-Nicolas, un enfant exhibe fièrement une poupée tandis qu'un autre pleure, n'ayant reçu qu'une baguette, punition traditionnelle. Une grand-mère, souriante, cache quelque chose derrière son dos. Ces scènes captent la psychologie de l'enfance et l'intimité familiale lors des fêtes hivernales. Le XVIIIe siècle français transforme les scènes hivernales en sujet de galanterie. Bien que moins fréquents que dans l'art nordique, les paysages d'hiver apparaissent dans la peinture du genre rococo. Nicolas Lancret et Jean-Baptiste Pater peignent des scènes élégantes de patinage où des couples aristocratiques évoluent gracieusement sur la glace. Ces compositions, influencées par les Flamands mais adaptées au goût français, montrent des figures en costumes somptueux, glissant dans des parcs enneigés. L'hiver devient prétexte à des jeux de séduction, les patins permettant des contacts physiques socialement acceptables, une dame tombant peut être rattrapée par un galant cavalier, créant proximité et intimité. Francesco Gardi, védutiste vénitien, peint occasionnellement des scènes hivernales lorsque la lagune gèle, événement rare mais spectaculaire. Ses toiles montrent la place Saint-Marc enneigée, les canaux gelés, les Vénitiens s'émerveillant de cette transformation extraordinaire de leur ville. Ces peintures captent l'étrangeté d'une Venise hivernale, la lumière argentée se reflète sur la glace, les palais et campaniles émergeant d'un paysage blanc inhabituel. Gardi utilise sa touche légère et vibratoire pour suggérer l'atmosphère cristalline du froid. Caspar David Friedrich élève la représentation de l'hiver à une dimension métaphysique. Ces paysages hivernaux ne sont pas de simples observations naturalistes, mais des méditations sur la mort, la transcendance et le sublime. Moine, au bord de la mer, montre une minuscule figure humaine face à l'immensité d'un paysage désolé sous un ciel d'hiver. L'échelle écrasante, la solitude absolue, l'absence de repères créent une expérience du sublime qui bouleverse les conventions picturales. Le spectateur partage la contemplation vertigineuse du moine devant l'infini. La mer de glace, ou le naufragé de l'espérance, présente un chaos de blocs de glace brisés, vestiges d'un navire broyé par les forces arctiques. Les plaques glaciaires s'empilent en formation tourmentée, créant une cathédrale de glace sinistre. Cette peinture, inspirée par les expéditions polaires de l'époque, transforme l'hiver en puissance destructrice, indifférente aux ambitions humaines. Friedrich peint aussi des scènes plus contemplatives, des abbayes en ruine dans la neige, des cimetières enneigés avec des croix celtiques, des voyageurs solitaires dans des forêts hivernales. Ces compositions chargées de symbolisme romantique font de l'hiver la saison de la mort spirituelle précédant la renaissance du deuil et de l'espérance mystique. D'autres romantiques allemands explorent l'hiver. Karl Blechen peint des scènes dramatiques de neige et de tempête. Georg Friedrich Kirsting représente des intérieurs bourgeois où l'on aperçoit par la fenêtre des paysages enneigés, créant un contraste entre la chaleur domestique et le froid extérieur. Cette esthétique du Biedermeier célèbre l'intimité familiale durant les longs mois d'hiver. Les lampes allumées, les poêles de faïence, les livres et travaux manuels composent une atmosphère de Gemütlichkeit. Excusez-moi pour la prononciation, cette notion allemande de confort douillet. L'hiver dehors rend plus précieux le refuge intérieur. La peinture réaliste du milieu du XIXe siècle aborde l'hiver sous l'angle social. Gustave Courbet peint l'hiver, partie d'un cycle des saisons, montrant des paysans transis traversant une forêt enneigée, la composition sombre, les figures courbées par le froid, la dureté du paysage expriment la condition difficile des classes laborieuses pendant la saison rigoureuse. Jean-François Millet, dans ses scènes paysannes,
inclut des travaux hivernaux, ramassage du bois mort, soins aux animaux, retour épuisé du travail dans la neige. Ces images dénuées de sentimentalisme montrent la réalité âpre de l'hiver rural, loin des scènes pittoresques ou festives. En Russie, les peintres ambulants documentent les hivers interminables de leur pays. Alexeï Savrasov peint les freux sont revenus, annonçant le printemps, mais aussi de nombreuses scènes de villages russes sous la neige, de traîneaux sur les routes gelées, de paysans affrontant les blizzards. Ces œuvres expriment une identité nationale profondément liée au climat. Courbet excelle dans la représentation matérielle de la neige. Ces paysages jurassiens enneigés montrent une compréhension tactique de cette matière. Le ruisseau du Puy Noir, effet de neige, présente une forêt où la neige s'accroche aux branches, pèse sur les sapins, transforme le paysage en étude de blanc et de noir. La technique de Courbet, avec ses empattements généreux et son usage du couteau à palette, rend presque physiquement la texture de la neige. On sent sa froideur, sa densité, son poids. Cette approche matérialiste contraste avec les visions romantiques ou symboliques ancrant l'hiver dans la réalité concrète du monde. Claude Monet transforme radicalement la représentation de l'hiver en appliquant les principes impressionnistes à cette saison réputée monotone. Sa série, La Pie, entre 1868 et 1869, constitue une révélation. Une pie perchée sur une barrière de bois constitue le seul accent sombre dans une composition dominée par la neige éclatante. Monet observe que la neige n'est jamais simplement blanche. Selon la lumière, l'heure, l'atmosphère, elle prend des teintes bleues, violettes, roses, dorées. Les ombres ne sont pas grises mais colorées, reflétant le ciel. Cette découverte révolutionne la palette hivernale. La barrière projette une ombre violacée sur la neige immaculée. Le mur, au fond, capte des reflets roses et jaunes du soleil hivernal. Cette peinture, refusée au salon, déconcerte par sa luminosité et sa palette non conventionnelle. Le public habitué aux hivers sombres et dramatiques peine à reconnaître sa propre expérience de la neige dans ses couleurs chatoyantes. Pourtant, Monet capture précisément l'expérience visuelle d'un jour ensoleillé d'hiver. Entre 1874 et 1880, Monet peint de nombreuses scènes hivernales autour d'Argenteuil puis Vétheuil. Effet de neige à Argenteuil, la Seine gelée à Vétheuil, coucher de soleil sur la Seine, effet d'hiver, explore systématiquement les variations atmosphériques de l'hiver. L'hiver 1879-1880 est particulièrement rigoureux. La Seine gèle complètement, phénomène rare. Monet peint la débâcle, moment où les glaces se brisent et dérivent en blocs chaotiques. Ces toiles captent un événement spectaculaire et éphémère, la lumière jouant sur les surfaces miroitantes des plaques de glace flottantes. La technique impressionniste avec ses touches rapides et ses couleurs juxtaposées convient parfaitement à la représentation de ces effets fugaces. Monet travaille par séries, reprenant le même motif à différentes heures, sous différents éclairages, anticipant ces séries ultérieures des Meules et de la cathédrale de Rouen. Pissarro peint des hivers tant ruraux qu'urbains. Ces scènes de Pontoise sous la neige montrent des villages normands engourdis par le froid, des chemins boueux où la neige fondue se mêle à la terre. Ces paysages modestes, dénués de pittoresque, révèlent la beauté sobre de l'hiver ordinaire. Dans les années 1890, Pissarro entreprend des séries urbaines depuis des fenêtres d'hôtels parisiens. Boulevard Montmartre, effet de neige, montre l'avenue enneigée animée par le trafic. Les fiacres, les passants, les kiosques se fondent dans une atmosphère brumeuse où la neige commence à tomber. Cette vision moderne de l'hiver urbain, dynamique et vivante, contraste avec les paysages ruraux contemplatifs. Sisley développe une sensibilité particulière pour les paysages enneigés. Plus mélancolique que Monet,
il peint des hivers où la solitude et le silence dominent. La neige, à Lucienne, montre une route déserte bordée de murs couverts de neige. La composition simple, presque abstraite dans sa géométrie, crée une atmosphère de méditation silencieuse. Inondation à Port-Marly, bien que représentant une crue hivernale plutôt que la neige, capture l'atmosphère froide et humide de l'hiver fluvial. Les eaux grises reflètent un ciel plombé. Les arbres nus se dressent dans l'eau. L'auberge inondée crée une scène désolée, mais étrangement belle. Sisley utilise une palette plus discrète que Monet, privilégiant les harmonies de gris-bleu et de blanc cassé. Ces hivers ont une qualité élégiaque, une poésie tranquille qui les distingue dans l'école impressionniste. Van Gogh, essentiellement associé aux couleurs chaudes du sud de la France, peint quelques hivers durant sa période hollandaise. Le jardin du presbytère de Nuenen, en hiver, montre un jardin sous la neige, traité avec une palette sombre et une touche épaisse qui rappelle ses compatriotes du XVIIe siècle. Ces hivers nordiques, antérieurs à son explosion colorée provençale, révèlent son admiration pour Millet et les réalistes. Les figures de paysans creusant dans la neige, ramassant des pommes de terre gelées, expriment la solidarité du peintre avec les humbles. Les nabis réinterprètent l'hiver dans un style synthétique et décoratif. Édouard Vuillard peint des intérieurs bourgeois où l'hiver dehors se devine par les fenêtres embuées, les radiateurs allumés, les vêtements chauds des figures. Cette approche intimiste fait de l'hiver un état d'âme plutôt qu'un sujet paysager. Pierre Bonnard, dans ses scènes de jardin enneigé vues de l'intérieur, crée des compositions où le blanc de la neige sert de surface réfléchissante pour les couleurs de la pièce. L'hiver devient élément d'une harmonie colorée globale, intégrée à la décoration d'ensemble. Les expressionnistes allemands utilisent l'hiver pour exprimer des états psychologiques. Ernst Ludwig Kirchner peint des scènes de ski dans les Alpes avec des couleurs stridentes et des formes anguleuses. Ces hivers montagnards vibrent d'une énergie nerveuse. Les skieurs dévalent des pentes violettes sous des ciels verts. Edvard Munch, bien que norvégien, partage cette sensibilité expressionniste. Ces paysages hivernaux de Norvège sont des études d'angoisse et de mélancolie. Nuit d'hiver montre une rue enneigée sous un réverbère, l'atmosphère oppressante et mystérieuse. Promenade d'hiver présente des figures fantomatiques dans un paysage blanc écrasant. Au Canada, le groupe des Sept développe un style national centré sur les paysages hivernaux. Lauren Harris peint des hivers stylisés, presque abstraits, où les formes se simplifient en géométrie pure. Ces lacs du Nord, sous la neige, possèdent une clarté cristalline, une monumentalité qui exprime l'identité nordique canadienne. Tom Thomson, précurseur du groupe, meurt tragiquement avant sa pleine maturité, mais ses esquisses hivernales d'Algonquin Park révèlent une modernité audacieuse. Ses touches énergiques et ses couleurs saturées transforment la forêt canadienne enneigée en symphonie chromatique. L'art abstrait du XXe siècle, en abandonnant la figuration, évacue largement les scènes hivernales traditionnelles. Pourtant, certains artistes abstraits évoquent l'hiver par la palette et l'atmosphère. Kandinsky, dans certaines compositions de sa période Bauhaus, utilise des blancs, des bleus glacés et des formes géométriques qui suggèrent la cristallisation hivernale. Nicolas de Staël, dans ses paysages abstraits, tardifs, évoque parfois l'hiver par de larges plans de blanc et de gris. Les toiles de paysages de neige, bien que non figuratives, communiquent l'expérience sensorielle du froid et de la lumière hivernale. À travers les siècles, les peintres nordiques documentent les traditions festives hivernales.
Les marchés de Noël, les foires sur la glace, les célébrations du Nouvel An constituent un riche corpus iconographique. Les peintres flamands du XVIIe siècle excellent dans ces scènes. Des étals dressés sur la glace gelée vendent nourriture et boissons chaudes. Des vendeurs de châtaignes, rôtis, de gaufres, de vin chaud animent les compositions. Ces marchés transforment l'espace public hivernal en lieu de convivialité et d'échange. Les peintures de chasse hivernale montrent l'aristocratie européenne pratiquant ce loisir dans la neige. Les tapisseries de la tenture des chasses de Maximilien représentent des chasses aux sangliers et aux cerfs dans des forêts enneigées. Ces œuvres célèbrent la maîtrise noble de la nature hivernale, transformée en terrain de jeu. Les scènes de carnaval d'hiver, précédant le carême, montrent des défilés masqués, des traîneaux décorés, des réjouissances populaires avant l'austérité du jeûne. Ces fêtes païennes, christianisées, mais conservant leur exubérance, constituent un contrepoint joyeux à la rigueur hivernale. L'iconographie des fêtes familiales hivernales se développe particulièrement dans l'art bourgeois hollandais et allemand. Les scènes de famille autour du sapin de Noël, tradition importée d'Allemagne et popularisée au XIXe siècle, montrent l'intimité des célébrations domestiques. Ces peintures capturent la lumière des bougies dans l'obscurité hivernale. Les visages illuminés des enfants, la chaleur affective contrastant avec le froid extérieur, l'hiver devient la saison du rassemblement familial, du repli heureux dans l'espace domestique. Au terme de ce voyage à travers 6 siècles de peinture hivernale, l'hiver apparaît comme un révélateur culturel et social. Chaque époque projette dans cette saison ses valeurs, ses craintes et ses espoirs. L'hiver médiéval est temps de labeur et de fêtes seigneuriales, marqué par la division sociale mais unifié par la foi chrétienne et les célébrations liturgiques. L'hiver flamand et hollandais devient sujet pictural à part entière, documentant une société commerciale et bourgeoise qui trouve plaisir et profit même dans la saison rigoureuse. L'hiver romantique se charge de métaphysique, devenant méditation sur la mort et la transcendance. L'impressionnisme révolutionne la vision hivernale en découvrant que l'hiver n'est pas absence de couleurs, mais symphonie de nuances subtiles. Cette transformation technique reflète un changement de sensibilité. L'hiver n'est plus subi, mais observé, analysé, célébré, pour ses qualités propres. Le XXe siècle fragmente et abstrait le paysage hivernal, tout en développant, au Canada notamment, une iconographie nationale fondée sur l'expérience du Grand Nord. L'hiver contemporain, dans la culture visuelle, oscille entre nostalgie des hivers perdus, réchauffement climatique, et célébration commerciale des fêtes de fin d'année. La dimension festive de l'hiver traverse toutes ces représentations. Des banquets médiévaux de janvier au marché de Noël flamand, des patinages galants rococo aux arbres illuminés victoriens. L'hiver est la saison où l'humanité résiste au froid par la chaleur communautaire. Les fêtes hivernales du solstice païen à Noël chrétien, du Nouvel An au carnaval, marquent le refus de l'engourdissement, l'affirmation de la vie contre la dormance apparente de la nature. Les peintres, en représentant ces moments de célébration et de rassemblement, ont créé un patrimoine visuel qui continue de nourrir notre imaginaire collectif. Quand nous pensons à l'hiver, ce sont souvent ces images qui ressurgissent. Les patineurs de Bruegel, la pie de Monet, les marchés de Noël flamands, la mer de glace de Friedrich. Ces œuvres nous rappellent que l'hiver, loin d'être une simple contrainte climatique et une construction culturelle, une saison investie de significations symboliques, sociales et spirituelles. L'histoire de l'hiver dans la peinture est ainsi l'histoire de notre rapport au temps, au cycle naturel, à la communauté humaine et à la transcendance. Je vous souhaite de joyeuses fêtes et je vous dis à bientôt.